Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des dangers de se lancer à monter une startup quand on n'a pas de CTO, quand on n'a pas de directeur technique, ou du moins quand on n'a pas le bon directeur technique. En fait, il y en a 7. Il y a 7 gros dangers, potentiellement gros dangers, qui font souvent échouer les startups. C'est pour ça aussi qu'il est compliqué de trouver des investisseurs quand il n'y a pas de partenaire technique, quand il n'y a pas d'associé technique, etc. dans l'aventure. Juste quand on se repose sur un prestataire, etc. Alors, les 7 raisons commencent par la première. La première, et qui est la plus fréquente malheureusement, c'est de choisir une mauvaise direction. Une mauvaise direction en termes de technologie. Et je m'explique. Souvent, quand on est un fondateur, on va avoir une idée, on va vouloir développer une application mobile, une plateforme web, un marketplace, peu importe. Et puis on va en parler à des amis, à des copains, et c'est comme ça qu'ils vont nous guider vers ce qu'ils connaissent. Et souvent, ça sera pas forcément la technologie la plus adaptée. Et ça peut être une technologie potentiellement très chère. Si des projets de suite coûtent, on parle de 50 000 euros, 100 000 euros, etc., c'est qu'on n'a pas forcément cherché qu'est-ce qui existait déjà, etc. Donc ça, c'est souvent l'erreur principale qui est faite par les fondateurs qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas les bons interlocuteurs en face d'eux qui vont leur apporter simplement les solutions qu'ils connaissent. La deuxième grosse erreur, c'est souvent de confier le projet à la mauvaise personne, au mauvais développeur, pas forcément mauvais techniquement, mais à une personne qui va accompagner, qui va guider dans une direction qui n'est pas start-up. Je m'explique, on peut avoir des professionnels de l'informatique qui ont développé des gros projets avec des budgets de millions d'euros, etc., et qui du coup se lancent demain dans une aventure à monter une startup. On ne monte pas les projets informatiques de la même manière, pas du tout. C'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai lancé ma première startup. J'ai commencé à prendre mon fichier Excel, mes budgets que j'avais l'habitude avec les équipes que je manageais, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc souvent, c'est quand on mise sur la mauvaise personne. Ça, c'est vraiment le point qui amène beaucoup de projets à se planter. La troisième raison, c'est quand on va avoir un cahier des charges, quand on va avoir une demande qui sera trop vague. Qui va pas forcément expliquer tout ce qu'il y a à faire, ou qui va pas anticiper tout ce qu'il y a à faire, ou qui va pas être suffisamment clair, qui va dire je veux un site web de X ou Y, et on a le développeur qui va chercher à avoir sa propre vision de ce produit-là. Donc ça, c'est un des cas le plus fréquents. Dans ce cas-là, il faut toujours viser le plus petit pas possible et créer la plus petite version possible pour démarrer. Le quatrième point, ça, c'est souvent de la faute du développeur parce qu'il peut manquer d'expérience, de pratique. C'est de sous-estimer le travail. Quand on est une startup, on imagine plein de choses. On imagine la vision, on imagine le produit, à quoi il va ressembler, etc. On a de suite en tête les belles startups qui fonctionnent, les beaux produits, nos applications préférées, etc. Mais on n'est souvent pas sur les mêmes standards quand on démarre. On peut l'être si on met le bon paquet au niveau designer, mais voilà, il va y avoir un vrai chemin avant d'atteindre le standard tel qu'on est habitué à l'avoir sur nos applications. Alors, cette sous-estimation, c'est souvent les deux qui sont responsables, le développeur et le fondateur. Le développeur qui va pas poser suffisamment de questions, qui va avoir sa propre image de ce qu'il va faire, et le fondateur qui, pour lui, va avoir une idée en tête et il va imaginer que finalement, le développeur, il comprend exactement ce qu'il veut. Ça, c'est un des cas le plus fréquent également. Alors, ça m'amène au 5e cas, qui est relativement proche, mais qui est pour moi quand même différent. C'est le fait que le fondateur ne va pas avoir anticipé tout ce qui est nécessaire pour le développeur. Je m'explique. Quand on va développer une application mobile, on voit généralement la phase émergée de l'iceberg, ce qu'il y a à développer comme application, comme fonctionnalité, etc. Mais ce que l'on ne va pas anticiper, c'est qu'il va y avoir besoin d'interfaces de gestion, par exemple. On va appeler un back-office, où on va potentiellement voir les transactions. Peut-être une interface où on va pouvoir gérer les plaintes, une interface où on va pouvoir gérer les emails à envoyer, les templates. Toute cette gestion du quotidien du fondateur, de ses équipes, dans la commercialisation, dans la gestion de la clientèle, etc., sont souvent des choses qui sont complètement oubliées. Le développeur, s'il est trop junior, s'il n'a pas une vraie expérience de CTO, de gestion de projet, avec une vraie anticipation des besoins, il ne va pas poser ce genre de questions et il va simplement exécuter ce qu'on lui demande. Et le fondateur, lui, doit vraiment se poser toutes ces questions-là de quels sont les outils, quels sont les workflows, pour vraiment être sûr que c'est compris par le développeur et qu'on parle bien de la même chose, qu'on anticipe
finalement tous les à côté qui seront nécessaires pour un projet. Alors, le sixième point, la sixième raison pour laquelle beaucoup de projets se plantent, c'est des questions de propriété de code source. Quand tout va bien, on est copains, on se serre la main, il y a potentiellement un contrat, etc. Les codes sources seront livrés quand le projet sera payé, etc. C'est souvent ce qui arrive et ce qui est écrit dans les contrats. Malheureusement, quand ça se passe pas forcément comme prévu, et je vous ai déjà élucidé et listé pas mal de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas se passer comme prévu, eh bien, ce qui devient finalement le vrai sujet du conflit, c'est les codes sources. Parce que un développeur, s'il le souhaite, a la capacité de tenir le fondateur par les codes sources. C'est-à-dire, il peut lui livrer l'application, elle peut être déployée sur les stores, elle peut être utilisable, etc. Mais si le développeur n'a pas expressément livré les codes sources, le fondateur, si à un moment donné veut faire intervenir quelqu'un d'autre parce que ça se passe mal, parce que la prestation n'est pas adaptée, ou peu importe les raisons, s'il n'a pas les codes sources, il est complètement bloqué. Et ça arrive, je dirais pas tous les mois, mais très fréquemment. J'ai des projets qui viennent nous voir, qui nous demandent « Ah bah tiens, ils nous présentent le conflit, comment ça se passe, etc. » Et il faut qu'on fasse un rôle de... il faut qu'on arrive à les faire entendre. Je cherche mes mots, mais c'est pas grave. On est vraiment conciliateur. On est conciliateur. On est là pour s'assurer qu'ils arrivent à s'entendre et que le développeur veuille bien accepter de livrer les codes sources pour qu'on puisse faire perdurer le projet, etc. Parce que sinon, les 10 000, parfois les 20 000, parfois les 30 000 qui ont été mis sur un projet au départ peuvent partir à la poubelle du jour au lendemain si on n'a pas les codes sources. Donc, comment faire? Je reviendrai plus en détail plus tard là-dessus, mais typiquement, il faut absolument que dès le premier jour, vous conveniez avec vos prestataires où est-ce qu'ils vont poser le code source et que ce soit un endroit sur lequel vous avez accès. Que ce soit, il y a plein d'outils, GitHub, GitLab, peu importe. On parle souvent de repository Git, de dossier partagé Git, pour le vulgariser. Et c'est là qu'il faut absolument que le prestataire mette ce code source. Donc c'est essentiel d'en parler dès le début et de bien demander à votre prestataire de les mettre à jour au fur et à mesure du projet et pas uniquement une fois que le projet sera payé ou terminé, parce qu'un projet, ce n'est jamais fini. Et du coup, potentiellement, ça peut repousser le moment où il y aura la livraison de ces codes sources et le conflit peut, à un moment donné, couper la relation. Dernier point qui est critique, c'est quand les fondateurs s'associent trop tôt. Trop tôt avec une personne qu'ils croient connaître ou qu'ils connaissent de loin ou depuis pas longtemps et qui a l'air bien, qui a l'air de comprendre le projet, avec qui il a l'air d'avoir un bon fit. Mais tant que vous n'avez pas eu les pires situations avec une personne, vous ne pouvez pas vous associer avec elle. Tant que vous n'avez pas connu des périodes de stress, de complications, on loupe une deadline, où on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, on se remet en question, s'il n'y a pas eu de gros challenge, l'équipe ne peut pas s'associer, ne peut pas être soudée. C'est essentiel. Je l'ai vu sur plein de projets, sur des projets clients, des projets auxquels j'ai participé, etc. Il faut absolument travailler sur un mode prestation au début avant de pouvoir s'associer avec quelqu'un. C'est essentiel. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voudrais que vous reteniez pour si vous voulez lancer un projet de start-up digital. Évidemment, je suis là si vous avez des questions, vous voulez que je vous éclaircisse un petit peu sur comment le faire. C'est pour ça aussi que je fais cette série dans la tête d'un CTO, mais pas que, je vais vous partager plein d'autres choses. J'ai encore plein de surprises pour vous. Je vous rejoins, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, faites attention à vous, faites attention à votre projet et je vous dis à très bientôt. Salut.